La capacité de retarder la gratification et la richesse chronique psychologique. En fait, l'un des éléments intéressants à étudier, c'est que sur le plan de la psychologie, pour qu'une personne puisse s'enrichir et parvenir à la richesse ou se maintenir dans un état de richesse si la personne est héritière, eh bien, ça prend une capacité de retarder la gratification si elle vit dans un contexte de société, de consommation. Donc, en Occident, que ce soit au Québec, que ce soit en France, en Belgique, les gens sont régulièrement sollicités pour acheter des choses à travers la publicité qu'on peut retrouver, qui est omniprésente en société, que ce soit à la télévision, que ce soit via le web, sur les réseaux sociaux, sur le téléphone cellulaire, etc. Bref, les gens sont constamment sollicités pour acheter des choses, mais pour parvenir à la richesse ou se maintenir dans un état de richesse, il faut que la personne soit capable de retarder la gratification du plaisir que peut procurer d'acheter quelque chose. Parce que c'est sûr que plus que la personne, si elle dépense plus que ce qu'elle a comme revenu, ben éventuellement, elle va s'appauvrir. C'est juste une question de temps où elle va s'endetter, ce qui va dans ce sens-là. Donc, le point à faire, c'est qu'une dimension psychologie pour parvenir à la richesse ou conserver sa richesse. Et ce que je voulais aborder en lien avec ça aujourd'hui, c'est par rapport au test de la guimauve. Donc, c'est une expérience scientifique qui est, dans le fond, très connue dans le domaine de la psychologie, mais qui est quand même intéressante. En fait, j'ai été sur Google AI, donc l'intelligence artificielle de Google, qui m'a fait un petit résumé de l'expérience. Donc, a produit un texte et je vais vous le partager, puis par la suite, je vais la commenter. Mais c'est une expérience qui, dans le domaine de l'étude de la psychologie, mérite, à mon avis, d'être connue. Donc, le test de la guimauve ou expérience du marshmallow est une étude de psychologie menée par Walter Mischel dans les années 1970 à l'Université Stanford. Elle mesure la capacité des enfants à différer la gratification immédiate pour une récompense plus importante ultérieurement. En substance, un enfant se voit proposer une guimauve et on lui dit qu'il peut la manger tout de suite ou attendre un court laps de temps, environ 15 minutes, et en recevoir deux. En quoi consiste le test? L'enfant est placé seul dans une pièce avec une guimauve. On lui explique qu'il peut manger la guimauve immédiatement. On lui dit que s'il attend qu'un adulte revienne, environ 15 minutes, il recevra une deuxième guimauve en récompense. Les chercheurs observent et notent combien de temps l'enfant est capable de résister à la tentation de manger la guimauve immédiatement. Là, c'est marqué dans le texte. Pourquoi est-ce important? Le test du marshmallow est considéré comme une mesure de la maîtrise de soi et de la capacité à différer la gratification. Les enfants qui ont été capables d'attendre ont été suivis dans des études ultérieures et ont montré de meilleurs résultats scolaires, une meilleure adaptation sociale, moins de problèmes de comportement et une plus grande réussite professionnelle. La capacité à différer la gratification est une compétence importante pour le succès dans la vie car elle est liée à l'autorégulation, la planification et la poursuite d'objectifs à long terme. Donc, j'arrête ici la lecture. Donc, l'idée de l'expérience, c'est que si la personne est capable de retarder la gratification, donc au lieu de manger directement la guimauve qui apporte un plaisir immédiat, ben, elle peut en avoir une autre en attendant. Et pour ce qui est dans le domaine de l'investissement qui permet de s'enrichir, que ce soit par exemple par rapport à l'achat d'actions en bourse, que l'achat aussi donc d'actifs qui prennent de la valeur, de certaines crypto-monnaies, eh bien, il faut que la personne soit capable de retarder la gratification. Et dans le domaine de l'investissement passif, que ce soit quelqu'un qui investit dans des fonds indiciels, prenons par exemple le SP500, le Nasdaq 100,
Donc, SP500 se rapportant aux 500 plus grandes entreprises américaines, Nasdaq 100, le 100 grandes entreprises dans le secteur de la technologie, ben, pour que la personne s'enrichisse avec ça, ça prend une capacité de retarder la gratification. Et je trouvais intéressant, le comptable qui s'appelle Pierre McSween qui expliquait que lorsque la personne est jeune, prenons par exemple quelqu'un qui a 20 ans, bon ben chaque dollar économisé à 20 ans vont peut-être valoir 6 fois leur valeur au moment de la retraite, à cause de les intérêts composés, entre autres. Donc, de ce que j'ai compris de son propos, c'est qu'il y a une augmentation exponentielle de la valeur de quelque chose. Donc, si quelqu'un, par exemple, économise pour 10 000 bon, bien, quelques années plus tard, la personne ne fait rien, mais à cause de la croissance, par exemple, de fonds indiciels dans lesquels elle investit avec des actions à la bourse, bon, bien, à un moment donné, le 10 000 va devenir 60 000, 120 000, etc. Donc, à cause, entre autres, du phénomène des intérêts composés, donc des intérêts sur des intérêts, mais il ne faut pas que la personne dépense l'argent. Et pour ça, ben, ça prend une forte discipline. Donc, il faut que la personne soit capable de retarder la gratification immédiate. C'est comme de dire que si la personne, par exemple, prend 20 000 pour s'acheter maintenant une auto, ben, aujourd'hui, ça coûte tellement cher les voitures que le montant de 20 000 n'est pas approprié. Il faudrait que je dise peut-être plutôt une auto neuve pour 35 000 Bon. Donc, si quelqu'un prend aujourd'hui 35 000 pour s'acheter une auto neuve et au lieu de, par exemple, endurer son auto qui est usagée mais encore fonctionnelle, puis qu'elle place cet argent-là, ben peut-être que dans 10 ans, le 35 000 va être monté à, il va avoir plus que doublé de valeur et la personne va s'acheter une auto et ça va, dans le fond, il va avoir une plus grande croissance de son argent. Puis il va y rester encore de l'argent dans les poches plutôt que dépenser, par exemple, 35 000 maintenant. Donc, dans 10 ans, peut-être le 35 000, tout dépendant de la croissance du capital. S'il investit dans un fonds investiel ou en crypto, ben, quelqu'un peut avoir, dans certains cas, surperformer le marché par rapport à SP500, Nasdaq 100. Mais disons que le capital double en 10 ans, bon, puis le taux elle a augmenté aussi de valeur à cause de l'inflation. Disons que le taux qui vaut 35 000 est rendu à 40 000, mais si la personne est rendue avec 70 000, elle a quand même un 20 000 de plus si son capital a doublé en 10 ans. Là. Donc, le principe de retarder la gratification, à mon avis, dans l'optique de s'enrichir, c'est fondamental à acquérir. Et pour ça, ben, il faut aller à l'encontre de la société de consommation comprendre les rouages du système. Je suis présentement en train de lire l'œuvre de Yuval Noah Harari, qui est un historien. Là, je suis en train de finaliser la lecture de son premier livre qu'il a rédigé, qui s'adresse au grand public, Sapiens, que je trouve intéressant, qui est en lien avec l'histoire de l'humanité. Puis, à un moment donné, il y a un chapitre qui parle de l'économie. Puis il expliquait que dans la société de consommation, le commandement pour les gens qui sont pauvres, c'est d'acheter, puis pour ce qui est des gens qui sont riches, c'est d'investir. Et là, je trouvais ça très intéressant parce que souvent, les gens qui sont pauvres, ils achètent, ils ne possèdent pas des actifs qui leur permettent de croître le capital ou de l'enrichissement à long terme. Puis souvent, que la société de consommation sont poussées par des sollicitations de la publicité, par les discussions avec des gens pour acheter de plus en plus rapidement en grande quantité. Puis de l'autre côté, les gens qui s'enrichissent, dans le fond, vont favoriser cette consommation effrénée pour, dans le fond, faire des profits. Fait qu'il y en a qui dépensent, entre autres, qui s'endettent. Ça, c'est le cercle vicieux qui enfonce les gens dans la pauvreté. Puis ceux qui investissent, puis ils font de la croissance sur les gens qui s'endettent en leur prêtant de l'argent par rapport aux intérêts sur les dettes et les revenus passifs d'investissement. Ça, c'est le cercle vertueux qui mène à la richesse. Et Yuval Noah Harari parlait du consumérisme comme idéologie véhiculée, entre autres, à l'époque actuelle, qui est très différente du frugalisme
qu'ont été connus certains êtres humains à d'autres époques où les gens évitaient de gaspiller. Donc, le consumérisme, c'est sûr que ça peut être mis en relation, entre autres, avec les gens de la royauté qui, dans le passé, faisaient, dans le fond, une démonstration ostentatoire de leur richesse, c'est-à-dire qu'ils étalaient leur richesse. Donc, la personne qui est riche, qui est roi, qui a un gros château, qui va chercher à impressionner les autres personnes. Mais dans la mentalité capitaliste, la personne qui veut s'enrichir va prendre l'argent puis l'investir. Alors qu'autrefois, cette mentalité-là de l'investissement n'existait pas. Et je parle un peu de Yuval Noah Harari parce que là, j'ai fait la lecture de son livre Sapiens, que je trouve super intéressant. Parce qu'il aborde différents aspects de l'histoire de l'humanité. Il aborde l'histoire de l'humanité par rapport à l'être humain, là, donc sur le plan biologique, c'est-à-dire l'Homo sapiens sapiens par rapport au Néandertal. Mais aussi l'aspect du développement de l'humanité par rapport à l'aspect religieux. Il y a l'aspect aussi par rapport dans le fond, l'aspect économique. Et là, j'étais en train de lire l'aspect économique qui me captivait en particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les faits, quand que je regarde ça, l'enrichissement versus l'appauvrissement, il faut que la personne change de mentalité. Si la personne a tendance à consommer puis elle vit sur le pilote automatique en se faisant dire quoi faire par les médias de masse ou les gens de l'environnement qui incitent à la consommation, c'est sûr que ça va à l'encontre de l'enrichissement. Il faut comme penser à l'autre sens. Puis j'écoute, c'est sûr, des vidéos aussi de motivateurs ou de gens qui vont viser à véhiculer des notions qui favorisent l'enrichissement. Puis souvent, ça revient au même, hein? Tout simplement d'inverser les choses. Donc, puis dans le livre de Yuval, c'est au lieu d'acheter constamment, c'est acheter comme le moins possible pour économiser le plus possible, pour investir dans des choses qui prennent de la valeur avec le temps, comme par exemple des placements à la bourse. C'est sûr que le changement de classe sociale d'une personne qui, par exemple, naît soit dans un milieu pauvre ou classe moyenne pour devenir riche, si la personne veut parvenir à un changement de statut de son vivant, puis inverser les choses, c'est-à-dire au lieu de travailler pour dépenser, elle travaille pour investir, puis elle a des surplus d'argent qui lui permettent de dépenser davantage. Donc, au lieu de travailler pour l'argent ou la puissance capitaliste, l'argent travaille pour elle, entre guillemets. Puis elle vit de revenus passifs parce qu'elle a parvenu à l'autonomie financière. Ça prend une forte volonté. Mais c'est un défi pour l'intelligence. Puis quelqu'un qui épargne constamment alors que les autres vont se vanter auprès d'elle. Moi, je me suis acheté une nouvelle auto, j'ai un nouvel ordi, j'achète ci, j'achète ça, des gadgets. La personne est capable de dire non, c'est intéressant. Ne serait-ce que sur le plan psychologique. Parce que c'est un défi. Dans le domaine de l'enrichissement, c'est vivre à contresens de la société de consommation qui est le défi. Puis être capable d'avoir une pensée divergente. Donc, avoir une capacité aussi d'avoir une conscience rebelle. Puis pour ce qui est de s'enrichir en bourse, naturellement, c'est d'investir un peu à contre-courant, un peu comme l'approche de Warren Buffett qui est devenu multimilliardaire, c'est-à-dire acheter des actifs qui ont de la valeur pendant que les gens qui ont peur, puis qui sortent des marchés, et quand les gens sont euphoriques et rentrent sur le marché, vendre. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il existe un indice qui s'appelle en anglais Fear and Greed. Donc, l'indice par rapport à la peur et Greed, c'est l'avidité. Ça soit pour les marchés boursiers ou on l'a aussi dans le domaine de la crypto. Donc, idéalement, c'est vendre quand les gens sont euphoriques et les actifs prennent de la valeur parce que les gens sont enthousiastes. Donc, les gens achètent à cause qu'ils sont enthousiastes. Donc, c'est vendre à ce moment-là.
et acheter quand les gens ont peur et les actifs de qualité, dans certains cas, peuvent être sous-évalués à partir d'une analyse fondamentale par rapport à leur valeur. Donc, c'est ce que je vois. Et c'est sûr que la voie de retarder la gratification sur le plan de l'astrologie peut être favorisée par le signe du Capricorne ou d'avoir un ascendant en Capricorne ou une planète en Capricorne. Donc, moi, je suis un Verseau saturnien. Dans la programmation astrologie, le maître du Verseau, c'est soit Uranus ou Saturne. Moi, je suis, par rapport à mon décan, plus saturnien, donc prédisposé dans l'esprit capricornien, de l'épargne, de l'économie, du souci pour les retraites, ces choses-là. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas allé à contresens de ma programmation astrologique, mais j'ai allé à contresens de ma programmation sociale de vivre au Canada dans une société de consommation. Donc, mais c'est sûr qu'il y a des choses pour, dans le fond, moi ce qui m'intéresse, c'est d'étudier les gens qui vont parvenir à la richesse à partir de rien. Entre autres, il y a Adrian qui dit parvenir de la classe moyenne, puis là il présente sur sa chaîne YouTube tout son parcours, ce qui est parti de zéro. Au début, il y avait des dettes et par la suite, il est parvenu à 2,1 millions de dollars. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des salaires dans son cas qui a aidé. Là. Il a déjà gagné en emploi là, 100 000 dollars en ayant un poste de gestionnaire. Là. Donc, dans les derniers temps, avant qu'il prenne sa retraite de 34 ans. Mais quand même, il a fallu qu'il, à quelque part, retarde la gratification, c'est-à-dire vivre en dessous de ses moyens financiers pendant une certaine période de temps pour lui permettre de parvenir à l'autonomie financière. Et pour y arriver, ben, il y a différents moyens. C'est sûr que ça va un peu à contresens de la société, et c'est sûr que je pense que plusieurs personnes que ça n'intéresse pas parce que ça représente un certain niveau de la privation. Ce type de voie-là peut être perçu par plusieurs personnes comme une forme de masochiste, un peu comme la voie du comptable qui calcule constamment, comme quelque chose de désagréable. Je le conçois. C'est pas fait pour tout le monde parce que ça demande de retarder la gratification. Mais quand on en revient que l'expérience de base auquel je faisais allusion de la guimauve, si l'enfant ne consomme pas la guimauve aujourd'hui, demain il y en a deux. Si la personne ne dépense pas tout son argent aujourd'hui, elle fait fructifier son argent, bon, mais dans quelques années, son argent va avoir doublé. C'est le même principe qui s'applique. Fait que la même psychologie, si elle se développe à l'enfance, de retarder la gratification. Donc, quelqu'un, par exemple, qui, au lieu d'occuper un emploi au salaire minimum, va se spécialiser dans quelque chose puis retarder le montant qu'elle va avoir une entrée d'argent significative quand elle travaille à temps plein en faisant un emploi spécialisé, ça peut l'aider. Ou la personne qui va prendre le temps d'étudier la bourse avant de faire n'importe quoi puis de dépenser avec la bourse en jouant littéralement à la bourse comme on joue au casino. Ben, si la personne prend le temps d'évaluer, ben là, c'est sûr que ça peut l'aider à s'enrichir. Par contre, il y a des limites aussi à ça. Récemment, j'ai eu un échange avec quelqu'un qui, pendant plusieurs mois, m'a posé des questions en relation avec l'investissement et la crypto-monnaie. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, t'as-tu commencé à investir? Parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'il me pose multiples questions. Il me répondait non. Ben là, j'ai dit à un moment donné, si tu veux comprendre c'est quoi l'investissement et la crypto-monnaie, ben la meilleure façon d'y arriver, c'est de vivre une expérience concrète. Et la personne n'a pas besoin de dépenser une fortune. Tu sais, souvent dans mes vidéos, je vais faire allusion au Bitcoin. C'est sûr que la personne n'a pas besoin de dépenser 118 000 $ pour acheter un Bitcoin. Elle peut acheter un fonds négocié en bourse qui se rapporte au Bitcoin, qui va viser à répliquer sa progression financière, qui peut-être va lui coûter entre 20 et 40 $. Donc, la personne, elle peut faire ça. Et c'est une façon d'apprendre pratiquement. Puis de vivre une certaine vague d'émotions à faible échelle, à savoir est-ce que, par exemple, avoir de l'insécurité, s'il y a de la fluctuation par rapport à l'actif en lien de sa valeur, en lien avec la volatilité, etc. Mais ça demande un effort. Il faut que la personne crée un coach, une plateforme de courtage en ligne,
Ensuite, il y a du délai de gratification. S'il y a un délai aussi de transfert de son institution financière par rapport au moment où ce que le fonds est versé dans le compte et qu'elle a l'argent pour investir. Puis il y a un délai des fois aussi quand la personne crée le compte, il y a un délai de vérification. Mais c'est en passant à travers ces délais-là, ces filtres-là, que la personne peut avoir une idée si elle a de volonté ou pas. Pour ce qui est de l'année présente, l'année 2025, je suis dans un mode de vie qui met l'emphase sur la frugalité. Donc, dépenser peu, un mode assez austère. Je ne fais pas nécessairement ça à toutes les années, mais pourquoi que je suis dans ce mode-là? C'est parce que l'année 2025 est une année cruciale dans le domaine de l'investissement en crypto-monnaie. C'est celle de fin de cycle où il est susceptible, en s'appuyant sur les cycles passés liés au Bitcoin, ponctués par le halving, où il est susceptible d'avoir des montées paraboliques du Bitcoin, mais aussi de d'autres crypto-monnaies. Donc, à peu près un an après suivant la période du halving, où la quantité de Bitcoin produit est diminuée par 2. Donc, c'est arrivé lors du mois d'avril 2024. Et un an et demi après, ça nous met environ au mois d'octobre 2025, donc à l'égard du timing du marché. Les sommets historiques pour Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme Ethereum, Solana, XRP, etc. vont probablement être atteints dans les prochaines semaines. Et pour tirer profit de ça, ben, il faut être capable d'économiser et de retarder la gratification du plaisir et de la consommation. Donc, au lieu, par exemple, de dépenser de l'argent pour aller au restaurant, faire des changements aussi, comme changer mon ordinateur pour en acheter un neuf, etc., je vais avoir tendance plutôt à attendre pour investir l'argent dans le domaine de la crypto, parce que c'est là qu'il y a le plus grand potentiel de croissance que d'investir dans des actions ou des fonds négociés en bourse sur la bourse. Mais ça prend de la capacité de retarder la gratification. Mais ça peut payer. Pour retarder la gratification, il y a différents moyens. Récemment, quand j'ai fait mon épicerie, j'ai acheté des carottes de forme difforme au supermarché Maxi. Pourquoi? Ben parce que ça coûte moins cher. Donc, les légumes qui sont moins beaux sur le plan esthétique, il y a des supermarchés, entre autres, qui vont les vendre dans des sacs avec des escomptes. Et par rapport à ça, si la carotte comporte la même quantité de carotine, qui est bon pour les yeux, bon, ben pourquoi acheter avec des belles formes quand on peut l'acheter difforme et faire des économies? Donc, ça prend de l'économie pour investir. Donc, ça permet de faire des achats de choses qui prennent de la valeur avec le temps, qui donnent des sources de revenus. Il y en a qui investissent dans l'immobilier. Moi, c'est plutôt les placements à la bourse qui m'intéressent. Mais ça demande de la discipline. Et c'est tout le travail psychologique sur lequel je vais mettre l'emphase dans le cadre de l'enregistrement présent. Parce que, dans le fond, la personne qui s'enrichit en retardant la gratification a une forme de mérite, une forme de développement de compétences associée à ça, liée à la maîtrise de soi, que l'autre personne qui dépense à mesure ou compulsivement ou qui s'endette n'a pas. Donc, c'est sûr que c'est intéressant à aborder par rapport à ça. Sinon, le point que je voulais faire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de façons d'économiser ou de faire des choses qui coûtent peu de frais. Comme récemment, parce qu'on vit dans une période où il fait chaud, j'ai été avec ma fille jouer dans un jeu extérieur d'eau, avec des jets d'eau de type municipal, plutôt que d'aller dans un parc aquatique où ça coûte très cher d'y avoir accès. Donc, ça ne m'a rien coûté parce que c'est municipal, c'est gratuit pour accès au jeu. Puis là, j'ai fait des recherches sur Internet, puis je vois qu'il y en a de plus en plus dans des villes des jeux. À un point tel que pour la ville de Québec, il y en a au-dessus d'une vingtaine dans différents arrondissements. Puis là, il y a des photos, puis là, je regardais ça. Puis là, il y a beaucoup de ressources qui sont mises à disposition des gens qui sont gratuites, qui permettent de faire des économies.
Donc, au lieu d'acheter un jeu d'eau chez soi et de l'utiliser, surtout que c'est temporaire, c'est les périodes de forte canicule où on peut bénéficier totalement de jeux avec des jets d'eau est très limité. Même chose par rapport à l'accès d'une piscine. S'acheter une piscine, c'est sûr, ça peut, c'est à faire creuser, ça peut coûter des milliers de dollars. Ben, l'une des possibilités, c'est tout simplement d'aller dans des piscines publiques ou des lieux publics de jets d'eau. Il y a différentes opportunités qui sont là. C'est sûr que les opportunités sont pas nécessairement des choses flamboyantes. Là. Ça, c'est clair. Là. Je me sens très proche par rapport aussi aux gens qui sont dans le minimaliste. Dans le sens que utiliser le minimum pour faire le maximum. Donc, pourquoi acheter des nouveaux vêtements si les vêtements font encore? Ou si on a acheté des vêtements, pourquoi pas acheter des vêtements usagés plutôt que neufs? Tu sais, il y a des choses, des comportements comme ça qui peuvent être faits. Donc, c'est ce que je voulais mentionner, qui peuvent servir à parvenir à la richesse. Puis c'est sûr que pour garder le focus et la motivation à court terme, la gratification peut être de voir, par exemple, un actif qui prend de la valeur d'une manière importante. Comme moi, par exemple, j'ai investi par rapport à la monnaie crypto-monnaie qui est celle d'Ethereum. Donc, au moment où je vous parle, c'est-à-dire le 13 août 2025, Ethereum est sur le point, j'ai l'impression que ça va se faire dans les prochaines heures, prochains jours, de dépasser le plus haut sommet historique qu'il avait atteint. Donc, il y a plusieurs années. Donc, Ethereum avait atteint son plus haut sommet historique. C'était le 8 novembre 2021 à 4000. Ici, j'ai 4680. En fait, c'est le 13 novembre 2021 à 4699. Là, il est à 4651 au moment où je vous parle, puis ça augmente d'heure en heure. J'ai réfléchi, 4690. Fait que là, on est sur le point d'atteindre le plus haut sommet historique. Donc, le fait que depuis les derniers mois, j'ai retardé la gratification qui est de bénéficier de l'argent que j'avais investi. Si je vends dans les prochaines heures ou les prochaines semaines, ben, je vais faire un profit. Puis je l'avais acheté moins cher que ça. Donc, présentement, je suis en zone de profit au moins de 35% par rapport au fonds négocié en bourse que j'ai pris lié à Ethereum. Donc, plus que... Ben, il y a des limites aussi parce que si on tombe en marché baissier, probablement dépasser la période d'octobre 2025 ou novembre, tout dépendant par rapport à la fluctuation, parce que quand même un jeu lié à la saisonnalité. Bon, si j'attends en 2026 pour le vendre, probablement qu'on va être en marché baissier puis j'aurai pas autant d'argent. Fait qu'il y a une question de gestion aussi là, pour ce qui est de l'investissement en crypto. Naturellement, l'enregistrement présent n'est pas un conseil d'investissement en crypto-monnaie ou en général, là, c'est tout simplement pour commenter ce que je vis en lien avec le concept abordé. Mais le point que je veux faire, c'est que dans le fond, pour garder la motivation de retarder la gratification dans une optique d'enrichissement par rapport à l'investissement, c'est d'avoir un plan. Donc, par exemple, le plan, ça peut être d'aller chercher de l'argent avec des crypto-monnaies achetées et vendues à un montant qui est élevé, utiliser par la suite cet argent-là pour faire des placements, plus en lien avec une autonomie financière par rapport à des placements qui vont surperformer le marché en lien avec des revenus de dividendes, comme des fonds négociés en bourse avec option d'achat, qui vont donner un très bon rendement. Là, si je pense à QD que j'ai pris récemment, puis j'ai des dividendes 2 fois par mois, puis une moyenne de 20% de rendement. Donc, ça, je trouve ça quand même intéressant. Dans une optique de s'enrichir, c'est sûr, si je ne touche pas aux dividendes, puis je les réinvestis, ça permet de générer l'effet boule de neige. Donc, faire du revenu sur du revenu passé qui peut favoriser en retardant cette gratification, mon enrichissement à long terme naturellement. Fait que tout est pensé présentement et calculé dans ma vie dans une optique d'enrichissement. Ce qui peut aider au niveau du couple, c'est d'être sur la même longueur d'onde par rapport à ça, parce que sans ça, ça peut amener des conflits abominables. Donc, idéalement, c'est sûr que moi, dans mon couple, par rapport à ma compagne, elle est au courant de ma stratégie
qui vise à, dans le fond, faire de l'investissement, que ça implique à un certain niveau des sacrifices, de retarder de la gratification. Dans l'optique, parce que quand même l'espérance de vie a augmenté au fil des siècles sur le plan historique par rapport à l'humanité. Puis il y a des bonnes chances qu'on vive plus longtemps qu'autrefois. Donc à ce moment-là, d'être capable d'investir pour pouvoir s'enrichir au moment rendu de la retraite, à mon avis, c'est quelque chose d'intéressant. Mais bref, ma compagne ne fait pas obstacle par rapport à ça. Fait que ça, c'est une bonne chose parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir toute l'information pour s'enrichir et c'est soit le compagnon ou la compagne qui court-circuite les plans en faisant des dépenses importantes qui ne sont pas nécessairement utiles. Donc, mais là, tout est une question de jugement aussi là, par rapport à ça. Tout ça est délicat, tout ça est propre à chacun. C'est ça. J'allais dire, ma compagne a un mérite à un certain niveau de m'endurer, mais c'est sûr qu'il y a une entente avec elle aussi en lien avec ça. Dans le sens que l'enrichissement que je fais, en lien avec l'investissement, c'est sûr qu'au niveau, par exemple, de mon testament, parce qu'elle est sur mon testament, naturellement, si je m'enrichis puis je meurs avant elle, elle va bénéficier de mes actifs. Là, j'ai expliqué comment ça fonctionne pour, dans le fond, parvenir à l'autonomie financière, les revenus passifs à mettre en place sur le plan du système. Si elle met ça en place, puis il y a un enrichissement sur plusieurs années, il est possible qu'un jour, elle vive le phénomène de l'autonomie financière, puis moi aussi, que je vive ça naturellement. Donc, l'idée, c'est de retarder la gratification pour éventuellement ne pas avoir à travailler pour l'argent, mais travailler parce qu'on aime ça, par plaisir, plutôt que par devoir ou nécessité. Ce qui est très différent comme approche, en ayant l'autonomie financière. Mais pour ça, ça peut demander, à court ou moyen terme, de retarder la gratification, une forme de discipline psychologique. Donc, c'est sûr que ma compagne, je ne l'amène pas souvent au restaurant. Je n'achète pas nécessairement des choses superflues. Je suis plus dans l'économie radicale. Je sais qu'il y a beaucoup de couples que ça ne marcherait pas là. Mais je suis content qu'elle me tolère comme ça. Mais le point aussi, c'est sûr que je suis quand même pas fou ou stupide. C'est-à-dire que il faut être capable de prêt d'assumer les risques, dans le sens que, comme je discutais récemment avec un ami qui est dans une approche très différente de la mienne, il dit, c'est bien beau économiser puis investir, mais on ne sait pas c'est quand qu'on va mourir, puis si je meurs bientôt, tout ça, j'aurais pas joui de la vie pendant que j'étais encore en vie, parce que c'est sûr qu'il peut arriver n'importe quoi dans la vie. Quelqu'un peut mourir demain matin, comme dans 2 ans, comme dans 20 ans, ou comme dans 30 ans ou 40 ans. Tout est variable. Mais c'est sûr que l'optique dans laquelle j'offre d'économie, c'est que je vois que les statistiques générales où, par exemple, l'âge du décès au Canada est environ de 82 ans. Donc, il m'en reste encore pour un bout. Je suis âgé de 44 ans, mais peut-être qu'en effet, je vais mourir avant, puis finalement, avec le recul, on va pouvoir dire d'économiser d'une manière radicale dans l'optique de parvenir à l'autonomie financière, puis avoir une certaine aisance à la retraite, c'était peut-être quelque chose de futile. Donc, c'est sûr que tout dépendant le nombre d'années à vivre. C'est sûr qu'il y a ça à contextualiser. C'est sûr que si la personne est en cancer de phase terminale, faire de l'économie radicale pour parvenir à l'autonomie financière, alors qu'il lui reste quelques jours, quelques semaines à vivre, c'est peut-être pas l'idéal. Il y a un contexte là, par rapport à tout ça, là, naturellement. Mais aussi de faire ça, sachant que le résultat est incertain, là, parce que on ne contrôle pas tout dans notre vie, à savoir jusqu'à quelle date on va vivre. Là. Donc, si on le fait dans la conscience que c'est en relation aussi avec un développement psychologique, c'est-à-dire développer la capacité de retarder la gratification et de faire le maximum avec le minimum pour faire un pied de nez à la société de consommation, puis de voir ça comme un défi
comment, dans le fond, économiser plus le mois prochain ou trouver des stratégies ou des tactiques, parce que des gens qui sont spécialisés dans ce qu'on va appeler le couponing, donc qui vont utiliser des coupons rabais pour faire des achats, voire même faire des combinaisons pour faire des économies. Puis là, il y a des gens qui ont une certaine satisfaction par rapport à ça parce qu'ils vont dire, ah là, j'ai sauvé 10%, puis j'ai sauvé tel argent avec telle chose, etc. Donc, en termes d'efficacité, de voir ça comme un défi plutôt qu'un sacrifice et une corvée. L'angle d'approche de retarder la gratification a beaucoup d'impact. Moi, au niveau présent, en cette année 2025 qui est consacrée dans ma vie essentiellement à l'étude de l'économie d'une manière intensive, là, au niveau investissement, placement, fiscalité, donc comprendre dans les détails la distinction, par exemple, entre un CELI, un REER, un CELIAP, les opportunités que ça donne. C'est ça présentement là, où ce qui est consacré mon énergie. Est-ce que dans le fond, mes efforts vont être récompensés ou pas? J'ai une incertitude parce qu'il faut que je gère bien le cycle crypto dans lequel j'ai investi dans les dernières semaines pour retirer au bon moment avec profit plutôt qu'avec perte, à la différence de au-dessus de 70% des gens qui vont perdre en investissement en crypto-monnaie, une faible minorité qui réussissent à s'enrichir avec ça. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il faut être capable de faire preuve de la gestion émotionnelle. Comme moi, par exemple, l'Ethereum, si au moment où je faisais du moins 37, j'aurais eu peur qu'il descende encore, puis je l'aurais vendu, en ayant peur que le fonds négocié en bourse qui se rapporte à cette crypto-monnaie tombe à zéro. Puis à ce moment-là, je serais très contrarié, parce que là, présentement, je suis en profit d'au moins 35%. Sachant qu'elle a remonté par après. Mais pendant la période de baisse qui a eu cours dans les derniers mois, puis ensuite de remontée qui se fait, j'avais la conviction qu'elle a remonté parce que le projet, à mon avis, de qualité, c'est un leader de catégorie. Donc le projet de finance décentralisée avec la blockchain Ethereum est, à mon avis, un projet qui a une valeur intrinsèque. C'est pour ça que je garde le cap. Je garde le cap de mon objectif. J'en ai encore pour les prochaines semaines d'économie radicale parce que je sais que présentement, c'est une période stratégique de le faire parce que probablement que dans les prochains mois, puis c'est une question de temps, la Fédérale Réserve aux États-Unis va avoir abaissé le taux d'intérêt. Si elle baisse le taux d'intérêt pour le mois de septembre, qu'est-ce qui va arriver? Ben, les crypto-monnaies, les actions à la bourse, les fonds négociés en bourse vont tous se mettre à monter. Parce qu'il y a une corrélation entre les deux, habituellement. C'est-à-dire que plus que le taux d'intérêt est bas, moins les gens investissent dans des obligations, plus qu'ils se tournent vers des actifs plus risqués par rapport au ratio risque-récompense en investissant en bourse et en crypto-monnaie. Donc, de retarder la gratification d'empocher l'argent et d'entrer tôt. Moi, j'ai l'impression que ce que j'ai investi présentement dans les fonds négociés en bourse avec option d'achat liées au Nasdaq 100, SP500, la minute qu'il y a une baisse du taux d'intérêt aux États-Unis parce que des actifs américains, ils vont se mettre à augmenter. Donc, au lieu de dépenser cet été dans les dernières semaines, faire des dépenses importantes de voyage pour profiter de l'été, ben, j'ai pas dépensé. J'ai donné mes intentions claires à ma compagne. Puis cet argent-là, ben, je l'investis, puis à l'automne, probablement qu'elle va prendre plus de valeur que si je rentrerais sur les marchés après la baisse du taux d'intérêt et que les actifs ont déjà connu des hausses significatives. Donc le profit à ce moment-là est moins intéressant que la personne qui rentre tôt, qui anticipe la baisse des taux, puis par la suite, elle va chercher un profit si elle revend, par exemple, des crypto-monnaies en fonction de ce timing-là. Donc, ça va être un dossier intéressant à suivre s'il y a une baisse de taux au mois de septembre. Mais tu sais, faire des économies au niveau du voyage, ça peut être, par exemple, de faire un déplacement dans la même journée, chose que j'ai faite cette année. Donc, j'ai été avec ma compagne, ma fille, on a fait un petit voyage à Rivière-du-Loup.
Donc, c'est quelques heures de route, aller-retour la même journée, au lieu de coucher à l'hôtel. Parce que l'été, surtout dans la période des vacances de la construction, bien, les tarifs sont plus élevés, les coûts sont plus élevés. Et souvent, l'une des dépenses les plus importantes qu'on fait en voyage, c'est le lieu d'hébergement. Donc, sur le coût de l'hébergement, bien, c'est toujours à considérer qu'au Québec, eh bien, il y a la TPS, la TVQ et aussi la taxe d'habitation. Donc, tout est très taxé ici. Je sais que les gens, s'il y en a qui m'écoutent en Europe, notamment en France, c'est le même scénario, sont très taxés. Et c'est à prendre en considération, là, naturellement. Là, l'année passée, j'avais fait l'aller-retour. Je voulais faire un voyage à Matane avec ma mère. Et la même journée, j'étais parti de Québec où ce qu'elle vit. Ça représente quand même plusieurs heures de route, en fait au-dessus de 6 heures de route. Aller-retour la même journée. J'étais parti tôt le matin, j'étais retourné tôt le soir. Là, tout était très organisé, structuré. Mais ça a permis de sauver le frais d'hébergement parce que naturellement, dans le secteur du Bas-Saint-Laurent ou de la Gaspésie, pendant la saison estivale, c'est là qu'ils font leur argent. Puis c'est correct parce que c'est là où la période des touristes sont en rendez-vous puis que les hôtels vont charger de l'argent. Pour une chambre qui coûte par exemple 200 disons peut-être 240 avec les différentes taxes énumérées par nuit. C'est une dépense, ça fait 240 de moins investi en bourse. La façon que je vois, j'ai une vision, c'est sûr que quelqu'un pourrait me critiquer, tu es très comptable, tu es très calculateur. Oui, présentement, oui. Je suis vraiment pas dans une démarche du laisser-être, de la spontanéité, du plaisir de dépenser dans le consumérisme. Ça, c'est clair. Mais il y a une raison. Et là, j'ai comme objectif de maintenir le cap d'ici la fin de l'année avec une approche très austère en lien avec l'investissement, puis voir l'impact que ça a sur mes placements aussi, voir la progression, voir si les choses que j'anticipe vont se concrétiser, c'est-à-dire la combinaison pour l'automne 2025, possiblement d'une baisse de taux d'intérêt. Ensuite, l'impact de l'endettement des États-Unis avec les liquidités mondiales qui font augmenter en s'endettant de plus en plus, ce qui fait que les actions prennent de plus en plus de la valeur. Même chose pour les habitations, les automobiles, etc., les biens de consommation, mais les actions aussi. Et c'est ça qui est intéressant de voir, là. C'est que une partie de la croissance économique dans l'univers des actions et des crypto-monnaies est liée tout simplement à l'endettement. Mais c'est important de comprendre les rouages du système parce que la personne qui, par exemple, elle a le même salaire qui stagne avec le temps ou est faiblement indexée à l'inflation, bien elle s'appauvrit, tandis que l'actif, prenons par exemple un fonds de placement qui est lié au SP500 qui fait 10% de rendement par année, ou Nasdaq 100 peut-être 15%, si je parle des dernières années, bien elle, puis l'inflation, disons, est à 3%, bien elle est au-dessus de l'inflation en termes de rendement, ou elle investit en crypto, puis elle fait, je sais pas, moi, du 40, 50% ou 5 fois l'augmentation ou 15 fois l'augmentation de la valeur de son actif. On s'entend qu'elle a la tête haute par rapport à l'inflation, elle n'est pas piégée par ça, à différence de l'autre personne qui ne fait pas les mêmes choix de consommation qu'elle, puis qui va s'endetter pour consommer avec un taux d'intérêt, par exemple, à 19% sur sa carte de crédit. C'est très différent. Mais c'est de comprendre que de vivre à contresens, à contre-courant, ça peut payer. Pour les gens qui sont un peu plus rebelles dans leur psychologie, ben, c'est une façon de la rentabiliser. Puis pour les gens qui ont un côté artistique, parce que les gens qui ont un volet artistique dans leur psychologie, c'est souvent des gens qui sont tournés vers l'avenir, le futur. Comment faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'original, quelque chose d'inédit. C'est souvent ce qui va les guider dans leurs explorations artistiques. Bon, mais les gens qui veulent tirer profit de ça, parce qu'on s'entend, dans le domaine artistique, c'est pas nécessairement rentable. Et les derniers développements par rapport à l'intelligence artificielle, ce que j'ai vu entre autres dans mes expériences avec ChatGPT 4,
ben, on peut générer, entre autres, des images. Donc, l'emploi de graphiste, qui est une profession qui a été rentable pendant de nombreuses années pour des gens de type artistique, à la différence, par exemple, de celle de musicien, où c'est plus difficile de faire quelque chose qui est payant ou de faire des toiles de peinture, bon, ben, est en danger, là, avec l'intelligence artificielle qui apparaît. Tous les gens qui étaient prêts à payer pour du visuel, pour des sites web, pour faire des logos d'entreprise, alors que l'intelligence artificielle peut faire ça pour eux gratuitement, ben, ça met en danger, entre autres, la profession de graphiste. Il y a un paquet d'autres emplois aussi qui sont mis en danger, d'où le fait qu'à mon avis, à l'époque présente, pour les gens qui sont lucides, que si la nature, par exemple, de leur travail peut être en danger dans le futur, avec le développement de l'intelligence artificielle, ça peut être d'évaluer la possibilité de venir vivre éventuellement de revenus passifs, d'être précurseur. Parce que la démarche que je fais, qui m'intéresse beaucoup, d'économie radicale présentement, qui fait un pied de nez ou un doigt d'honneur à la société de consommation, qui permet d'épargner, d'investir, combiné à l'étude du marché des crypto-monnaies, le marché conventionnel et aussi des fonds négociés en bourse avec option d'achat qui donnent des revenus élevés passifs à haut rendement, est en relation, entre autres, aussi par rapport au fait que peut-être que ce type de démarche-là va être utile et précurseur, que ça va dresser une voie par rapport à l'avenir des gens en Occident, dans le sens que si la personne parvient tôt à avoir des revenus autonomes et qu'éventuellement, avec le développement de l'intelligence artificielle dans un horizon de 5 ans, 10 ans ou 15 ans, est voué à perdre son travail à cause d'automatisation, ben, à ce moment-là, le fait de retarder la gratification pour s'enrichir peut être sa porte de salut qui va faire la différence entre être dans la classe moyenne ou aisée ou pauvre en société dans quelques années. Peut-être que les gens plus pauvres ont droit à un revenu universel pour compenser les pertes d'emploi massives en lien avec le déploiement de l'intelligence artificielle, mais probablement que le revenu universel, ça va être le minimum que les gens vont avoir, tandis que les gens qui vont vivre de revenus passifs de placement, ils vont sans doute avoir plus d'aisance. Mais il y a des changements radicaux pour la société qui se préparent, un peu comme un tsunami. J'écoute beaucoup de vidéos qui nous dit que ça ne sera pas une vague qui va déferler sur l'humanité. L'intelligence artificielle, dans les prochains mois, prochaines années, ça va être un tsunami qui va amener des ruptures technologiques importantes, des changements de civilisation. On entre carrément dans une nouvelle ère. Il y a eu l'ère là, du développement de l'ordinateur qui a changé les rapports humains internationaux, entre autres, avec le déploiement d'Internet, mais l'intelligence artificielle, c'est une autre ère dans laquelle nous entrons. Il y a l'ère avant, puis il y a l'ère après son apparition. Ça va créer beaucoup de chambardements. Mais la capacité à une conscience visionnaire par rapport à ça, puis d'être un précurseur, est quelque chose d'intéressant. L'intelligence artificielle, c'est, à mon avis, ce qui va amener plus de changements dans la société dans les prochaines années que l'apparition de l'électricité ou même de l'ordinateur dans les années qui ont suivi ou de la machine à vapeur. Parce que ça va être rapide, exponentiel, puis ça va être véhiculé à travers les technologies de communication qui sont déjà importantes depuis l'avènement du réseau Internet. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Aujourd'hui, entre autres. Donc, j'ai fait pas mal le tour du sujet, mais à mon avis, pour l'enrichissement ou être capable de se maintenir dans la richesse, donc s'il y a des gens qui m'écoutent qui ont hérité d'une fortune, ça prend une capacité de retarder la gratification, c'est fondamental pour y arriver. Mais pour en revenir à mon défi, parce que moi je vois ça comme un défi depuis les dernières semaines, les derniers mois, c'est qui est lié à l'économie pour tirer profit du cycle crypto, pour m'enrichir, puis ensuite mettre ça dans des placements moins risqués, comme des fonds indiciels entre autres. C'est un défi pour ma motivation. C'est sûr qu'on s'entend, j'avais une discussion avec quelqu'un de mon environnement, si demain matin je meurs, bon, tout ça, j'en aurais pas joui, mais je sais que ma compagne qui est sur mon testament, ma fille, au niveau de la succession, au niveau du patrimoine familial, ben, ça peut leur servir.
Donc, il y a cette dimension-là de faire quelque chose aussi par rapport aux autres de notre environnement dans une perspective familiale qui peut être en lien avec une démarche de retardation de la gratification ou personnelle. C'est-à-dire que, personnellement, si je réussis à maintenir le 4, bien, ça me démontre que j'ai un certain niveau de puissance de volonté, puis d'être capable de dire non au désir, puis vivre en fonction de besoins. C'est-à-dire, au lieu de surconsommer de la nourriture, manger ce qui est nécessaire. Même chose par rapport à d'autres choses. Je peux avoir un besoin de me déplacer d'un point A à un point B, donc ça me prend une automobile, mais je n'ai pas besoin d'avoir une auto de luxe qui va avoir une vitesse importante de transition de 0 à 100 km/h sur le plan de l'accélération. Surtout pas dans les villes ici au Québec où on est très limité en termes de vitesse. D'ailleurs, ça me faisait penser à une discussion que j'avais avec un ami. Lui, il a dépensé un montant d'argent important pour s'équiper d'un système de son dernier cri avec une télévision grand format, écran plat. Et bon, j'ai été chez lui, j'ai écouté de la musique avec lui, regardé aussi la télévision. Oui, c'est impressionnant. Sauf que je lui ai expliqué que, parce que lui, il vit en logement, il y a un locataire en dessous de lui et au-dessus de lui, de son appartement. J'ai expliqué, j'ai posé la question suivante. J'ai dit à quoi ça sert d'avoir un système de son qui est plus performant que celui qu'il avait, alors qu'il ne peut pas jouir, bénéficier de l'ensemble de la puissance de son système de son, parce que s'il le met au maximum, naturellement, ça va déranger le locataire, que ce soit en dessous de lui ou au-dessus de lui. Moi, je lui dis, pour moi, c'est un peu une perte d'argent. Mon système de son est nettement inférieur au sien. Là, chez moi, là, on s'entend, là, mais je suis en logement aussi. Et pour moi, la façon que je vois ça, c'est que j'aime mieux investir dans des placements que de dépenser sur un système de son. Parce que, un peu comme pour une auto qui est performante, ça me fait penser à un oncle que j'ai qui avait acheté une Mustang. Bon, ben l'auto permet une plus grande capacité, ou un autosport. Là, des gens vont s'acheter des Ferrari, des Lamborghini, bon, mais, qui est un peu plus de luxe encore. Bon, mais si la personne ne peut pas utiliser le plein potentiel parce que la personne sur les autoroutes est limitée à une vitesse de 100, il y a une certaine tolérance dans certains cas ici au Québec à 110, 120, alors que l'auto peut exceller à au-dessus de 200 km/h, à quoi ça sert d'avoir ça si on ne peut pas bénéficier du plein potentiel? Oui, si la personne vit en Allemagne avec les autobahns, c'est-à-dire les autoroutes, parce que le concept d'autoroute provient de l'Allemagne, et à l'origine, quand les autoroutes ont été développées en Allemagne, bien, il n'y avait pas de limite de vitesse. C'est sûr que s'il n'y a pas de limite de vitesse par rapport à l'autoroute, et la personne achète une auto sport luxueuse allemande, par exemple une Audi qui permet un certain niveau de performance, oui, c'est intéressant parce que tu peux jouer, tu peux profiter du plein potentiel de ton auto. Mais si tu vis au Québec et que des limites de vitesse comme on en a, pour moi, c'est une perte de temps. Fait qu'il y a des limites à tout. C'est comme l'histoire du système de son auquel je fais allusion. Bon, ben si la personne a un système de son qui est très performant, mais elle ne peut pas en jouir à 100%, à quoi ça sert? C'est comme avoir une auto qui est performante que tu ne peux pas profiter. Pour moi, c'est une perte de temps et d'énergie, mais on a chacun notre perspective. Puis avec le temps, ben, j'ai à réaliser et à accepter le fait que la démarche que je fais est strictement personnelle. Il y a beaucoup de personnes dans mon environnement qui ne s'intéressent pas, puis c'est correct. On vit chacun nos choses, mais chacun aura à vivre avec les conséquences aussi de ses actions à court, moyen ou à long terme, et aussi lorsque ça sera rendu à l'âge de la retraite où la personne ne peut plus se refaire financièrement. Il y a ça aussi à considérer. Donc, sur ces considérations, je vous laisse et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.